Bonjour, donc nous allons commencer. D'abord, je vous remercie d'être aussi nombreux lors de ce premier meet-up Paris Bitcoin Business que nous organisons, que nous comptons organiser en fait tous les mois. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient venir, qui n'ont pas pu parce qu'il y avait trop de monde. Finalement, ça s'est bien passé. Donc certains sont désistés alors qu'ils auraient pu venir. Mais il y aura d'autres rendez-vous dans les mois à venir. Donc, je vais commencer par vous présenter qui nous sommes avant tout et quel est notre objectif. Et ensuite, on ira un petit peu plus dans les détails. Donc, nous sommes DBT Consulting. Nous sommes une entreprise de consulting dans les crypto-monnaies et dans la blockchain. C'est pour ça qu'on parle d'investir dans la blockchain, car pour ceux qui connaissent, je suppose que vous connaissez tous Bitcoin, vous en avez entendu parler, mais Bitcoin, c'est plus que simplement une monnaie ou une tentative de monnaie, selon les opinions philosophiques des gens. C'est une technologie qui sert à automatiser grandement et à simplifier et à améliorer la robustesse des transactions. Et je parle bien de transactions. Il se trouve qu'une transaction très connue s'appelle l'argent, mais il existe toutes sortes de transactions. Vous faites des réservations pour des produits, ce sont des transactions. Vous engagez avec une autre personne sur une promesse, ce qu'on appelle un contrat, c'est une transaction. Et une transaction doit être infalsifiable et doit pouvoir être consultable plus tard au moment où justement on a besoin de prouver qu'il y a une telle transaction qui a été effectuée. Tout ceci, c'est implémentable dans ce que l'on appelle la blockchain. Nous, notre constat, ça a été que Bitcoin, ça fait quand même des années que ça existe, ça marche plutôt pas mal au niveau des technophiles, mais quand il s'agit de passer au-delà d'un public averti, ça coince un petit peu, car souvent on n'en voit pas l'intérêt, ou bien on entend dire que c'est du Ponzi, ou que c'est une arnaque, ou que ceci, ou que cela, bref, concrètement dans la vraie vie, ça sert à quoi? Et c'est là que nous intervenons. Notre objectif va être de donner des arguments économiques réels à des entreprises pour investir dans le Bitcoin. Non seulement des entreprises dont le travail est dans l'informatique, mais également des entreprises dont le travail n'est pas dans l'informatique, mais qui ont quand même un intérêt par derrière. Alors, je vais vous passer un petit résumé du Bitcoin, car je pense que vous connaissez tous son origine, qui a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto. C'est un projet open source et décentralisé, ce qui signifie qu'il est, par définition, impossible à contrôler à moins de farmer Internet en entier. Et il s'appuie très très grandement sur ce qu'on appelle de la cryptographie à clé publique. La cryptographie à clé publique est une technologie de cryptographie qui, il y a encore une trentaine d'années, était une technologie classée secret défense, et voire top secret selon l'époque, et qui était réservée aux militaires. Cette cryptographie à clé publique, maintenant vous l'avez peut-être entendu parler par les systèmes de HTTPS, le petit S en haut des logos, mais Bitcoin est, je dirais, la technologie qui a le plus fait progresser l'utilisation dans la vie de tous les jours de la cryptographie à clé publique. Ce qui est important, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça marche pour en tirer parti. Comme je disais, la blockchain est une technologie qui sert à autre chose que simplement les informaticiens. Comme je disais, ça sert à réduire largement les frais de transaction ou les frais de change quand vous avez des transactions effectuées entre différents pays, ou même tout simplement des transactions de simple e-commerce classique. Je prends souvent l'exemple, je n'ai pas d'image là-dessus, de Air Baltic, qui est la première compagnie aérienne à avoir accepté le paiement par Bitcoin, ce qui permet aux clients, selon les vols, d'effectuer des réductions de jusqu'à 10% du montant, simplement parce qu'ils n'ont pas à gérer les frais de transaction pour le vol. Quand vous êtes sur une entreprise internationale et que vous avez besoin d'effectuer des transferts entre différentes devises, ou bien des transferts vers des pays où c'est un petit peu compliqué, comme les États-Unis déjà, ça l'est beaucoup, vous n'avez pas ces difficultés-là, vous envoyez l'argent, point barre. Également, vous n'avez pas de problématique de cashback où vous êtes payé, peut-être que derrière l'argent va être ramené, vous allez perdre le montant. Vous n'avez pas ces difficultés-là. Comme je disais, c'est protégé contre la majorité des attaques grâce à la cryptographie à clé publique.
Je ne vais pas aller plus loin, puisque l'objectif ici, ce n'est pas de parler tant de Bitcoin, parce que vous connaissez assez bien. L'objectif, c'est de parler de nous. Alors, DBT Consulting, qu'est-ce que nous sommes? D'abord, nous sommes donc un organisme qui va mettre en relation des producteurs de matériel de minage. Petite question, est-ce que quand je parle de minage, ça parle à une majorité d'entre vous? Qui ne comprend pas ce qu'est cette histoire de minage? C'est bon? Très bien. Donc, on peut aller plus vite là-dessus. Donc, nous allons mettre en relation, pour ceux qui veulent faire du minage, ne serait-ce que même à titre personnel, car c'est assez difficile d'être rentable sur le minage, ou bien pour des entreprises qui veulent pouvoir tirer parti de leur statut justement d'entreprise pour pouvoir investir dans du matériel assez onéreux et derrière récupérer un bénéfice qui, quand il n'y a pas le système d'investissement et de charge d'amortissement d'une entreprise, est beaucoup plus délicat. C'est en fait plus facile pour une entreprise de récupérer de la monnaie de cette manière que pour un particulier. Et nous mettons en place un système où nous vous mettons en relation avec les producteurs de machines de minage. À votre choix, nous pouvons nous-mêmes les héberger et nous occuper, nous assurer de leur rentabilité, puisque nous avons un business qui s'appuie sur les bons fournisseurs électriques, locaux, minage et sur les économies d'échelle que nous pouvons effectuer. Et derrière, de manière régulière, vous recevez des bitcoins que soit vous conservez en bitcoin si vous croyez que bitcoin va monter, soit vous vendez directement en euros ou en dollars ou en n'importe quoi à partir de là. Voire vous pouvez avoir vos bitcoins et vous avez une entreprise à l'étranger où vous n'avez pas envie d'avoir à payer les frais de virement hors CEPA, vous les envoyez des bitcoins, eux de leur côté ils l'ont converti à leur monnaie et au final toute la comptabilité est bonne et vous n'avez pas eu besoin de payer les frais de transaction. C'est un exemple, parmi d'autres, des facilités qui permettent à une entreprise d'avoir moins de complications au niveau des barrières, je dirais, financières. Et bien évidemment, vous pouvez, c'est d'ailleurs ce que j'ai encore souvent, simplement les conserver pour vous et les utiliser quand bon vous semble par derrière, sachant que à l'heure actuelle, il n'y a presque pas de système extrêmement simple comme une carte de crédit qui permet de l'utiliser n'importe où. Donc pour le moment, vous êtes principalement obligé d'aller dans un magasin qui accepte le Bitcoin, ou que ce soit sur le web ou que ce soit en physique, mais dans les mois à venir, et nous sommes actuellement en tractation avec une entreprise californienne, il sera possible de payer dans n'importe quel commerce, y compris ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Bitcoin, avec une simple carte de crédit. Vous la rentrez, vous payez, voilà. Personne n'est au courant qu'il y a eu du Bitcoin, sauf vous, et tout le monde s'en fiche au final, et vous avez pu récupérer de l'argent parce que vous avez fait du minage qui était intrinsèquement profitable. Et ensuite, cet argent, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous souhaitez, hein, voilà, là-dessus. Donc nous, voilà, nous avons un data center. Alors, c'est pas celui-là encore le nôtre, hein, c'est juste un exemple. On aimerait bien l'avoir. Pour le moment, on n'a pas encore ça. Pour ceux qui ont déjà touché un data center, ça ressemble pas vraiment à un data center classique où vous avez des serveurs web ou des serveurs classiques, des Dell, des PowerEdge. Ce sont des machines spéciales qu'on appelle des ASIC et qui ne font que ça, Le principal coût, c'est l'électricité et évidemment le refroidissement. Comme je disais, nos performances sont au-dessus du marché parce que justement nous avons l'expérience et l'expérience, on l'a eu exactement comme tout le monde, c'est en perdant de l'argent qu'on a compris ce qu'il ne fallait pas faire. Donc vous avez de la chance, on a déjà perdu de l'argent, donc maintenant ça marche. Voilà. Pour le reste, je vous ai déjà parlé des avantages qu'il y a pour les entreprises et du système de carte de crédit. Je vous ai parlé également de tout ce que vous pouvez faire là-dessus. Je vais demander maintenant à mon ami Ryan s'il veut bien venir pour expliquer un petit peu plus concrètement, parce que là, je vais vous expliquer en grand comment on fonctionnait, mais Ryan, qui lui est le spécialiste au niveau commercialisation et optimisation des flux, va vous expliquer plus en détail. Viens, Ryan. Super. Ouais, parfait. Bonjour, donc je me présente, Ryan. Donc moi, je vais rentrer plus dans le détail au niveau de l'achat des mineurs. Donc pour une entreprise à titre vraiment particulier, parce que bon, pour un particulier, c'est assez complexe. Pour une entreprise, donc l'achat des mineurs rentre dans n'importe quel cadre, comme une charge d'entreprise, l'achat d'un ordinateur, l'achat de n'importe quel produit informatique. Grâce à ce mineur, donc on va constituer et le brancher donc sur une pool de minage. Je pense que vous savez ce que c'est qu'une pool de minage.
ce qui va tout simplement permettre de générer du Bitcoin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une fois ce Bitcoin généré, comme a pu dire mon collègue, vous pouvez le récupérer sur votre portefeuille. Et à partir de là, pour l'instant, en tout cas en France et dans l'Union, en France, vous pouvez faire encore ce que vous voulez avec. Dans certains pays, il y a une législation qui est régie, ça dépend d'où vous vous situez en réalité. En tout cas en France, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez encore utiliser comme bon vous semble. Hop. C'était juste ma partie. Donc voilà. Donc là, ça c'est, il faut savoir, c'est l'idée fondamentale que je dis, c'est de trouver des moyens pour le grand public d'être intéressé par le Bitcoin au-delà justement des usages classiques qu'il y a entre informaticiens. Et donc, ce schéma est le premier schéma que nous avons derrière à destination des entreprises. Notre objectif derrière, c'est, je dirais, pour la France, d'arriver à fédérer toutes les volontés qui souhaitent permettre de sortir le Bitcoin de sa niche de monnaie cool pour aller au-delà. Donc, nous avons ce schéma, nous avons d'autres en tête qui sont moins finalisés, c'est pour ça que nous n'en avons pas encore parlé. Ce meet-up est pour nous l'occasion de deux choses. D'une part, de nous présenter, de vous expliquer. Et si vous êtes intéressé, après, on va en discuter, on peut vous donner des démonstrations. Nous avons déjà plusieurs investisseurs qui ont investi des quantités assez conséquentes parce qu'ils ont vu la technologie en marche. Donc ça, c'est le premier point, se présenter. Et le second point, je dirais que c'est un appel. C'est un appel parmi vous qui êtes start-upers, jeunes entrepreneurs aguerris, de faire fleurir les idées de comment convaincre le grand public qu'il y a quelque chose de mieux à faire avec le Bitcoin que simplement en être un détracteur ou parler uniquement d'informatique. Qu'est-ce qu'il y a derrière là-dessus? C'est pour ça que la première partie, là maintenant, c'était un long monologue de nous tous. Maintenant, ça va être la séance des questions-réponses, bien évidemment, et également des interventions de votre part, si vous avez des idées. Parlons-en ensemble. Merci. Alors, quelqu'un a des questions? Est-ce que vous voulez savoir un peu plus comment ça fonctionne? Je vous en prie. À vous. Tiens, Ryan, tu peux donner le micro, s'il te plaît? Bonjour. J'ai une question au niveau de la résolution des blocs. Oui. Parce qu'il me semble... alors je me souviens plus trop comment ça marche, mais il me semble que soit au bout d'un moment, on met plus de temps à résoudre et on gagne moins de bitcoin en minant, si je dis pas de la merde. Continuez. Du coup, comment est-ce que vous allez gérer le moment où ça va encore augmenter en termes de temps de minage par rapport à la rentabilité, quoi. Alors effectivement, la difficulté est d'adapter dynamiquement pour que, quelle que soit la quantité de mineurs qu'il y ait, la difficulté fasse en sorte qu'il y ait autant de déblocage de Bitcoin à un intervalle donné. Voilà. Donc, si on a plus de puissance de calcul, on n'aura pas mécaniquement plus de Bitcoin, puisque derrière, la difficulté va augmenter en conséquence. Cependant, la difficulté augmente constamment. La seule chose qui va être modifiée, c'est la répartition de l'obtention des Bitcoins. Pour que l'augmentation de la répartition des Bitcoins soit à notre faveur, il faut qu'à un instant donné, nous ayons un avantage sur les autres. Un avantage qui finira par s'étioler si nous ne prenons pas des précautions, que nous prenons d'ailleurs. Mais voilà, l'objectif, c'est d'avoir tout simplement la meilleure techno. La meilleure techno du moment. Et je dois dire quelque part, nous avons de la chance car la meilleure techno n'est pas très connue. Voilà, je ne vais pas vous dire laquelle, mais vous faire. Voilà. Mais elle n'est pas très connue. Et d'ailleurs, si on a perdu de l'argent, c'est parce que justement, on est allé sur les technos connus. Et du coup, ce n'est pas rentable là-dessus. Ensuite, nous avons quelques algorithmes qui sont propriété privée, je dirais, là-dessus, qui nous permettent d'assurer un revenu régulier aux clients. Notamment, nous utilisons des méthodes statistiques pour nous assurer que le client final aura toujours la même valeur. Derrière, en fait, avant que vous ayez touché l'argent, ça peut pas mal patauger, mais vous ne le verrez pas parce que nous, derrière, au moment où vous le serez livré, vous serez livré exactement ce que vous voulez. Ce qui est important à savoir, c'est que ce schéma que nous avons expliqué notamment à des compagnies d'assurance les a tellement convaincus que vous serez assuré sur le produit que vous achèterez.
Vous ne serez pas assuré sur le ROI, parce qu'on n'assure pas sur le ROI, mais vous serez assuré sur le produit que vous aurez derrière, là-dessus. Donc, vous pouvez avoir une garantie qui est quelque chose d'assez rare à avoir dans les crypto-monnaies. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous garantissez une certaine rentabilité constante Oui. en termes de revenus. Oui, voilà. Les premiers mois. Oui. Justement, est-ce que vous pouvez donner une idée de ce que c'est qu'un mineur, comme vous l'appelez, Oui. combien ça coûte Mhm. aujourd'hui, Mhm. combien ça doit rapporter théoriquement, Mhm. et avec quel Avec quelle personne. si c'est pas secret. Alors, certaines choses sont secrètes, d'autres ne le sont pas. Donc, je vais parler de celles qui ne sont pas secrètes. Déjà, alors, un mineur, je vais faire un bref rappel historique sur le Bitcoin. À la base, le rêve du développeur principal, qui s'appelait Satoshi Nakamoto, c'était d'avoir une monnaie qui soit une monnaie du peuple, dans le sens que n'importe qui puisse l'émettre et non pas uniquement une banque centrale. Qu'est-ce qui est dans une ère informatique le plus répandu? C'est un processeur d'ordinateur. Donc, le Bitcoin était conçu pour être miné avec un ordinateur. Avec celui-là, par exemple, vous pouvez le faire. Il y a en 2009, 2010, peut-être encore un peu 2011, vous pouviez effectivement miner avec un ordinateur. Ensuite, puisque dans un schéma de marché, d'économie de marché classique, la concurrence a mené à une pression de plus en plus forte pour avoir les meilleurs algorithmes, pour avoir la plus grande puissance, ce qui a mécaniquement fait augmenter la difficulté de minage. Et les personnes qui sont restées sur le schéma du processeur ont été larguées parce que des petits malins avaient trouvé une technologie supérieure qui était de miner avec la carte graphique, la même carte graphique faite pour les jeux vidéo. Voilà. Les processeurs étaient dépassés. Ce même schéma s'est produit plus tard avec ce qu'on appelait des FPGA et enfin avec un dernier mécanisme qui est extrêmement spécialisé, qui peut faire que ça, mais absolument que ça, qui s'appelle un ASIC, Application Specific je ne sais plus, contrôleur. Bref. Un ASIC, il y en a partout en fait, c'est l'informatique embarquée. Dans votre machine à laver, il y a un ASIC, dans un aspirateur, il y a un ASIC, même dans un téléphone, il y a un ASIC. Voilà. Quand on parle des ASIC de minage, c'est dans des machines qui ne savent faire que ça. Vous ne pouvez pas calculer après là. Enfin, si vous calculez que ça. Donc ça, c'était pour répondre sur ce qu'est un ASIC. C'est un calculateur qui fait du Bitcoin et que du Bitcoin, rien d'autre. Premier point. Ensuite, vous vouliez savoir combien ça coûte. Alors, un ASIC, c'est pas compliqué. Ils savent très bien que les gens sont dans l'argent dedans, donc les prix sont élevés. Les prix, vous les avez, c'est plusieurs milliers d'euros. Ça peut commencer à 3 000, vous en avez à 2 500 peut-être pour certains. 3 000, j'ai vu aller jusqu'à 10 000 euros dans un package complet, attention. C'est pas juste la machine toute seule. Mais rien. Enfin, le dernier point qui était sur la rentabilité. La rentabilité, alors là, effectivement, je ne peux pas vous donner les détails derrière de comment ça se passe, puisque voilà. Mais nous avons à l'heure actuelle une rentabilité de 1,7 Bitcoin par mois, sans l'électricité, avec l'électricité. Hein, sans l'électricité. Par mineur, voilà. Donc, oui, un point qui est important, justement, vous dites ça, c'est que le système de minage est un système qui monte très, très, très bien en charge. Un mineur, 2 mineurs, 5 mineurs, ben, ça fera 1 fois, 2 fois, 5 fois. Vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle le point de la loi des retours dégressifs, où finalement, le 10e mineur, il vous apporte des pouillèmes. Vous pouvez d'une part monter très facilement, parce qu'il suffit juste de brancher un mineur de plus, et le surveiller, bien sûr, et d'autre part, votre retour sur l'investissement va lui aussi monter linéairement là-dessus. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui. Oui. Très bien. Oui. C'était très consommateur en électricité. Oui. Donc ça veut dire que 1 bitcoin et quelques par mois, est-ce que ça balance la consommation d'électricité? Voilà. Oh, tu peux répondre? C'est vrai qu'il n'a pas parlé encore. Je vais parler un petit peu. Donc en fait, pour répondre à votre question, en réalité, les serveurs, la constitution de la data center, elle va nous permettre, dans un point, c'est de générer le maximum de consommation électrique, ce qui fait que le coût au kilowattheure sera beaucoup moins élevé que de le miner tout seul chez soi. Ensuite, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, par rapport à la difficulté qui augmentait proportionnellement en fonction du nombre de mineurs qui étaient dans le serveur, dans le réseau Bitcoin. En fait, il faut savoir que là, actuellement, on est encore sur l'ancienne tech. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle technologie qui va sortir là, dans les quelques semaines à venir et qui peut décupler encore plus la rentabilité de ces serveurs-là. C'est-à-dire que là, avec l'ancienne tech, on est à peu près à 1,7, 1,8 Bitcoin par mois. Et là, avec la nouvelle tech, ce ne serait pas étonnant qu'on soit à 2,5, voire 3 Bitcoins par mois. Bon, encore, c'est que des suppositions, mais ça peut devenir réalité. Et sachant que derrière,
la constitution du data center, c'est-à-dire que plusieurs de serveurs réunis dans un même point, ça permettra de créer une sorte de synergie qui permettra d'augmenter la puissance des serveurs qui peut aller de 5 à 10%. C'est-à-dire qu'en fait, votre serveur à vous qui est hébergé chez nous, la totalité des serveurs va permettre de créer cette synergie qui va permettre d'augmenter la puissance d'un serveur de 5 à 10%. Donc, vous calculez, c'est-à-dire la puissance des serveurs qui augmente, plus le coût au kilowattheure qui baisse, la rentabilité à l'assurer, plus la nouvelle tech qui arrive derrière, on n'est que gagnant. Et ça, la nouvelle techno, elle va arriver pour les autres aussi. Mais là, actuellement, on a des contrats spécifiques avec nos fournisseurs. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop s'ébruiter par rapport à ça. On a des contrats spécifiques avec nos fournisseurs qui vont nous permettre de les recevoir un petit peu en avance par rapport aux autres. Voilà. Oui. Merci. Voilà. Alors, clairement, c'est toujours du SHA-256, hein, ça ne change pas. Donc, oui, la nouvelle techno, c'est tout simplement, tout comme pour les processeurs, vous passez sur du 6 nano, alors vous étiez sur du 9, vous avez des études sur l'énergie qui ont fini par donner leurs fruits, donc on réduit là également. Voilà. C'est ça. Donc oui, effectivement, tout le monde aura exactement la nouvelle technologie comme nous. Mais nous serons les premiers parce qu'on fait du pré-order. Ensuite, nous pourrons nous permettre de faire des achats de gros parce que nous avons des financiers. Donc, nous pouvons réduire le prix du mineur pour nous. Le réduisant pour nous, ça veut dire que la rentabilité arrive plus vite. En plus, si nous augmentons le nombre de mineurs de l'ensemble de nos investisseurs dans notre data center, au moins on passe des tarifs bleus à des tarifs jaunes puis à des tarifs verts. On passe sur des opérateurs alternatifs, surtout que depuis à partir du 1er juillet 2015, c'est la déréglementation électrique pour les entreprises. Toutes ces petites choses s'ajoutent derrière, là-dessus. Donc, on n'a pas une technologie révolutionnaire. On a une suite de technologies intéressantes qui, ensemble et surtout mises en synergie, 1 plus 1 égale 3, permettent d'obtenir cette rentabilité par derrière. Alors, nous pourrions miner d'autres shitcoins, comme je sais pas, Digicoin ou autre chose. On a essayé un temps, on sent qu'il y a un intérêt effectivement pour faire encore plus de monnaie de cette manière-là. Cependant, nous préférons partir tranquille avec un système que l'on maîtrise bien, car à partir du moment où nous faisons du multipool, on doit gérer un intermédiaire supplémentaire qui est la gestion du multipooling derrière et s'assurer d'avoir réellement des bons choix de multipooling derrière. Donc, faisons simple et petit à petit, on va complexifier. De la même manière que les autres schémas dont je vous ai dit que nous les avions et que nous n'étions pas prêts à en parler. Tout ceci, notre système, notre philosophie, c'est un puzzle. Alors, le puzzle, c'est peut-être pas une bonne idée. Nos technologies doivent d'abord être intrinsèquement profitables et une fois qu'elles sont intrinsèquement profitables, on les cumule ensemble pour créer justement cette synergie qui va être encore plus profitable. Et c'est le cas du multipooling, par exemple. Il y avait une question là-bas. Oui, dites-moi, par rapport au bloc, oui. Quand il n'y aura plus de blocs, comment vous allez faire? Alors, comment feront tout le monde en 2140 quand il n'y aura plus de blocs? C'est ça. Alors déjà, je dirais que si en 2140, on est encore en train de fonctionner sur ça, oui, alors ça, large débat. Le marché chinois investit en masse dessus. Oui, le marché chinois investit en masse dessus, mais est-ce qu'il les garde, d'une part? C'est ça, c'est important. Et si le prix du Bitcoin baisse derrière? Nous, justement, nos systèmes vous permettent d'être immunisés contre la volatilité du Bitcoin environ la première année. Après, on ne peut pas suivre derrière, mais sur la première année, vous êtes immunisés là-dessus. Déjà, ça, c'est important. Vous êtes une entreprise, je suppose que la majorité d'entre vous sont des entrepreneurs, vous avez besoin de visibilité. On vous offre cette visibilité. Et on vous offre même la garantie, d'ailleurs, la garantie contractuelle. Là-dessus. Premier point. Deuxième point, et c'est aussi ce que je vous disais, on est là pour parler de DBT, mais également de vous, c'est qu'on est ici pour montrer au grand public que Bitcoin, c'est plus que du minage et un jouet de geek. Donc, on est là pour pour renforcer un écosystème, pour que cet écosystème qui est encore relativement confidentiel aille beaucoup plus loin. Edwige, qui est là, par exemple, s'intéresse à sensibiliser les entreprises sur le fonctionnement de Bitcoin, l'utilité de Bitcoin par le biais de formation, par exemple. Ça, c'est déjà quelque chose qui est hors du strict point de vue des geeks entre eux.
les entreprises qui vont faire, non, ils ne sont pas là, Bitix, des cartes cadeaux avec du bitcoins, ben une carte cadeau, vous faites ça à un enfant, vous donnez ça à un enfant, votre grand-mère, voilà, c'est instructif, c'est intuitif, et ça permet de sortir de cette régulation minuscule. Donc, le schéma du minage, il va marcher encore pendant plusieurs années, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est une marche sur un escalier. Et pour le moment, c'est la marche qui est la plus profitable. D'accord. Et si vous changez de monnaie, le fait que chaque monnaie a son type de matériel, est-ce que votre matériel par la suite sera obsolète ou pas? Nous comptons, justement, ça rejoint la question du multipooling, il faut savoir que, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs monnaies en fait. Il y a 3000 altcoins, il n'y a pas que Bitcoin, il y en a 3000 à peu près, ça monte tous les jours. Oui, 3000. La majorité une grande partie des monnaies n'utilise pas l'algorithme SHA-256, qui est celui utilisé par Bitcoin, et utilise d'autres algorithmes, Scrypt, X11, Cryptonaut, etc. Notre objectif, nous y avons pensé, bien évidemment, notre objectif, c'est d'abord de faire du Bitcoin, ensuite peut-être d'optimiser avec avec un multipooling sur toutes les SHA-coins, donc les coins qui utilisent le même algorithme. Ensuite, est-ce que nous envisagerions de passer sur notre algorithme? Ça pourrait être envisagé. Nous avons quelques études là-dessus, au niveau de la rentabilité. Évidemment, ça voudrait dire que ça ne pourrait pas se faire d'un coup, parce qu'il faudrait toujours pouvoir rentabiliser les derniers mineurs SHA que l'on a utilisés. Je dirais que c'est là encore une autre marge de l'escalier. D'abord du SHA, puis du multipool SHA, et peut-être après du multipool non-SHA. Et ceci, sans prendre en compte que le fait qu'une monnaie ici, imaginons 3 d'entre vous, 4 d'entre vous investissent dans notre technologie. Vous connaissez, vous pouvez avoir des rapports privilégiés hors du minage. Je ne sais pas, une entreprise dans le e-commerce et une entreprise dans la traduction, par exemple, peut avoir besoin l'un de l'autre. Par exemple, l'entreprise de e-commerce a besoin de traduire son site dans une autre langue. Vous avez un rapport privilégié avec les personnes que vous avez rencontrées ici. Vous pouvez, à la manière de la monnaie WIR, qui est utilisée en Suisse depuis près d'une centaine d'années, on peut envisager, et on envisage, en fait, je veux dire on envisage la création d'une monnaie privative qui permet d'effectuer des transferts entre vous, avec évidemment des connexions avantageuses. Encore une fois, l'idée, c'est on a une techno qui marche, une techno au sens large, une techno qui marche, elle est profitable. On l'ajoute à une autre et la synergie des deux rend la chose encore plus intéressante. Oui. Du coup, en termes d'offres que vous proposez, on est forcément obligé d'acheter au moins un mineur, ou est-ce que vous proposeriez éventuellement à des gens de s'associer pour acheter un mineur ensemble pour ceux qui n'en ont peut-être pas forcément les moyens? Bien sûr, bien sûr. Parce que, si j'ai bien compris, du coup, vous garantissez une certaine rentabilité sur la première année. Oui. Donc, entre guillemets, l'achat du mineur, le remboursement du mineur acheté est garanti, quoi. Oui. Si j'ai bien compris, quoi. C'est l'objectif. N'oublions pas, l'objectif, c'est de rassurer le grand public pour qu'on aille plus loin. Donc, la visibilité derrière était fondamentale. Donc oui, vous pouvez tout à fait. Pour le moment, à l'heure actuelle, on n'a pas mis en place le grouping, mais effectivement, l'objectif, c'est que plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble pour acheter un mineur. Voilà. Parce que notamment au niveau fiscal, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut partager tout ça. Voilà. Oui. Le micro ? C'est pas taxé en ce moment. Alors oui, justement. Alors oui. C'est bon. À l'heure actuelle, en ce moment, c'est pas taxé. À l'heure actuelle, en France, ça ne l'est pas. Cependant, ça pourrait être amené à l'avenir et la législation est floue. Elle est véritablement floue sur certains points, pas sur tous. Il y en a qui sont très très clairs là-dessus. Parce que je voulais en venir. Ouais. Le jour où ça devient, justement, c'est ça ma question. Le jour où ça devient à être l'État s'en mêle. Que se passe-t-il ? Alors, il y a deux solutions. Soit l'État joue ce que je considère comme fair play, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les lois s'appliquent, soit il considère ce que personnellement je ne trouve pas fair play, c'est rétroactif. Mais ça arrive, hein, alors, non, mais tout d'un coup, on a décidé que les 5 dernières années, vous avez fait vos calculs, c'est pas grave. Bon, personnellement, ça arrive.
là-dessus, c'est un point sur lequel nous n'avons pas d'impact direct, forcément. En revanche, et là où c'est très important, nous sommes en relation avec le cabinet Bensoussan, qui est extrêmement intéressé d'une part notre business model et par les enjeux qu'il y a pour eux, parce que ça leur permet d'avoir un plein pied sur un point où il y a beaucoup de travail à faire au niveau légal. Et en tant que cabinet d'avocats, ils ne sont pas juste là pour faire des honoraires de défense, ils sont aussi là pour faire avancer la loi. Donc le cabinet Bensoussan est très intéressé par nous accompagner pour comprendre nos problématiques, nous en tant qu'entreprise, les problématiques de nos investisseurs également, de nos clients, et les problématiques de l'État également, et trouver le meilleur combinaison pour satisfaire l'ensemble là-dessus. Donc si effectivement on peut arriver dans un schéma extrême qui serait la rétroactivité sans se poser des questions, je pense que justement avec l'intelligence d'un cabinet comme Bensoussan derrière, nous arriverons à une solution qui sera beaucoup plus intéressante pour tout le monde. N'oublions pas quand même que nous sommes dans une situation de crise. L'objectif, c'est de permettre aux entreprises de s'en sortir et pas de les enfoncer encore plus. Oui, surtout mais que ça s'en sortir, est-ce que c'est taxé, oui ou non? Parce que la question est là. Est-ce que l'argent va se faire de l'État dessus ou est-ce que l'argent ne s'en fait pas encore? Alors. C'est considéré comme une valeur mobilière. D'accord. Comme une action. Donc si on fait des plus-values, on sera taxé sur les plus-values. Ok. Donc les plus-values sont taxées. Ça dépend de Alors. chacun. Ensuite, moi aussi, à côté, je suis une entreprise de développement web, par exemple. Je rencontre une entreprise à côté, je lui fais son site web, j'oublie de le signaler au fisc. Voilà. Je veux dire, ce que je veux dire, attendez, je me suis mal exprimé. Je me suis peut-être mal exprimé. Je suis sûrement mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il s'agit d'être honnête. Si une personne décide de ne pas, il n'y a pas des micro-robots dans les bitcoins qui vont vérifier. D'accord. C'est l'honnêteté fiscale, déjà, ça ne se discute même pas. Mais ce n'est pas nous ou vous derrière qui vont devoir accuser parce que quelqu'un fait une sale action dans le dos. Okay. Nous, notre objectif, c'est déjà de clarifier le terrain. Aussi, il y a un aspect d'accompagnement juridique pour que tout le monde sache exactement ce qu'il en est. Attention, vous faites ça, ok, mais ça a cette conséquence derrière. Ce n'est pas parce que ça marche comme ça et pas comme ça que c'est pas. Il y a de l'accompagnement juridique derrière. Oui. Oui. Il y a un point où je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est quand tu dis que la loi elle est floue, en France elle est claire. En tout cas. Elle est claire dans le sens où elle dit, suivant votre activité, vous devez vous conformer à la législation. Oui, BNC sur du l'occasionnel, BIC sur du gros. Pour avoir discuté avec Bensoussan, la question qui se pose plus particulièrement est le fait que les transactions financières ou pas, comme on le voit, sont effectuées par une nuée inconnue, puisque les mineurs on ne les connaît pas. Là, par exemple, c'est un point où il y a de vraies difficultés juridiques. C'est pour ça que je dis ça, par exemple. Mais oui, je suis d'accord qu'effectivement, tu fais de l'argent, tu payes. Voilà, passe de valeur mobilière. Je veux dire, pour le mineur, je dirais occasionnel à la limite, ça ne posera pas de problème. Mais Alors, mineur, en théorie, moi, comme ça, je te rends un service pour 10 €, je suis censé être enregistré et je dois le déclarer. Maintenant, il est vrai que dans la réalité, on se dit ouais, pour 100 €, c'est pas grave. Ok. Ouais. Oui. Non, mais oui. Non, effectivement. À partir du moment où ça devient une activité sérieuse, ça doit être géré de manière sérieuse. Point barre. Voilà. au niveau de la confidentialité des clients, Alors, au niveau de la confidentialité des clients, bien évidemment, nous avons un dossier CNIL qui respecte les obligations de vie privée de l'État français. Nous n'avons pas d'intérêt particulier à faire quoi que ce soit de ces fichiers, à part les relancer de temps en temps pour leur proposer une nouvelle offre. Voilà. Ensuite, au niveau technique, puisque c'est peut-être de ça que je voulais parler, les données sont hébergées pour le moment dans des serveurs qui ne sont pas en cloud. On préfère ne pas être en cloud view. Andromeda, c'est bien gentil, mais on ne le voit toujours pas arriver. Et Safe Harbor, oui. Bon, bref, voilà quoi. Hein. Donc, on reste sur du local là-dessus. Siège social se trouve à Saint-Germain-en-Laye. Enfin, non, pardon. C'est pas le siège où on est, nous, en France, c'est Saint-Germain-en-Laye. Sinon, nous sommes basés à Londres. Ils sont à Dijon. Digital. Digital Business Technology. Ouais. C'est la blague, tu m'as dit oui, les gens ne vont pas demander. Ben si, ils demandent. Digital Business Technology. Dans votre offre, en fait, là, vous avez parlé de consulting et d'accompagnement des entreprises dans l'utilisation du
Alors, nous envisageons d'avoir des formations à comment fonctionne le Bitcoin, comment devenir développeur Bitcoin. Là-dessus. En revanche, en tout cas à l'heure actuelle, nous n'avons pas pour objectif de devenir développeurs nous-mêmes pour autrui. Ça pourrait arriver à l'avenir, mais pour le moment, je pense qu'il y a déjà pas mal de développeurs Bitcoin. Ce qu'on pourrait ajouter derrière, c'est la capacité d'être en relation avec des grands comptes là-dessus. Mais disons que ce n'est pas notre priorité d'être vraiment codeur Bitcoin. Ah oui, effectivement. Oui. J'ai oublié. Donc, justement, exemple où ce n'est pas nous qui faisons, mais que par contre nous avons une relation. Nous sommes en relation avec plusieurs startups. D'ailleurs, Adam a été à l'école 42. Et nous avons participé au Free Starter Project il y a 2 semaines, c'est ça 2 semaines, voilà. Et là, effectivement, nous sommes dans une situation où nous allons être intermédiaires entre des startups ou des gens qui sont en pré-startup qui veulent coder et des clients potentiels qui souhaitent avoir des développeurs Bitcoin à des tarifs intéressants et avec un certain guide qui est effectué par nous sur la qualité du code. Ouais. Oui, là-bas. Question. Micro. C'est aussi un point qu'on a envisagé et qu'on ne va pas faire pour le moment, tout simplement parce qu'on ne veut pas chasser 3 lions à la fois, j'ai envie de dire. Mais oui, tout à fait. De la même manière que vous pouvez grouper les achats, vous pouvez nous revendre la puissance de calcul. Maintenant, est-ce que ce serait rentable pour nous? Ça, c'est pas sûr. L'idée, c'est d'intégrer. Donc, si c'est pour externaliser derrière, c'est... Ou alors, vous vendez à perte, mais ce n'est pas intéressant pour vous. Oui, voilà. Non, effectivement. Oui. Nous avons une... Alors oui, système de boîte, voilà. Oui, comme c'est Atom, oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. Bon, maintenant, personnellement, voilà. Non, mais l'argument se tient. Je dirais, en 2009, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. C'est en 2010 aussi. Maintenant, ça ne marchera plus. Pourquoi? Parce que la puissance de calcul d'un CPU, voilà, c'est plus. Pardon? Oui, GPU, donc chez les particuliers qui ont envie de dormir la nuit, qui ont envie de ne pas augmenter leur facture de chauffage, vous pouvez, ça marchera. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu un rig de mining. D'ailleurs, c'est totalement désossé. C'est des factures hallucinantes au niveau électrique. Une garantie de retour sur investissement qui n'est pas évident, sachant que vous êtes chez vous donc en tarif bleu, généralement, dans les tarifs les plus élevés, vous aurez du mal à trouver quelque chose de compétitif. Vous pouvez. D'ailleurs, nous allons être en relation avec un data center dont je n'ai pas le droit de dire le nom, qui va justement, dans un schéma qui est très intéressant au niveau social, se mettre en relation avec nous pour justement nous sous-louer leur puissance de calcul derrière. Donc, mais par contre, ce n'est pas sur des maisons, c'est du data center directement là-dessus. Oui, non, oui, là, en fait, on a testé, mais en fait, non. La cogénération thermique, non. Enfin, si vous voulez chauffer votre appartement tout seul avec, c'est bien. Mais c'est à peu près tout. En fait, il faut savoir que pour faire de la génération de chaleur suffisante avec de l'électricité, sachant que n'oublions pas que la chaleur, c'est le restant de toute conversion, hein, c'est intéressant à partir du moment où vous avez des data centers de dizaines de milliers d'unités et que vous avez les locaux juste à côté, au-dessus. Donc, et si ça, c'est uniquement pour la chaleur. Pour l'électricité, il faut laisser tomber. Parce qu'en plus, vous avez une déperdition de la transformation de chaleur en électricité derrière. Moi, honnêtement, là-dessus, je ne sais pas assez bien pourquoi, mais j'ai demandé à des gens qui m'ont dit laissez tomber. Quoi. Voilà. On l'a tenté, nous aussi, on s'est dit ouais, c'est génial, mais en fait, non. Oui. En termes de coût énergétique pour votre compagnie, est-ce que vous envisagez de passer sur... parce que là, j'ai vu que Tesla avait sorti sa nouvelle batterie oui. pour domicile, et on va en faire un modèle pour entreprise. Est-ce que vous envisagez de vous orienter vers de la production d'énergie renouvelable, genre je sais pas, un gros taux de solaire sur votre data center qui vous baisserait les coûts D'abord, je voudrais vous remercier.
Je voudrais vous remercier parce que quelque part, en posant ces questions, vous nous confirmez que les idées qu'on a eues ont des échos. Parce que justement, oui, nous avons cet objectif de production d'énergie renouvelable. Plus tard, hein, quand toujours pareil. En fait, c'est un peu comme dans des jeux vidéo. Quand vous avez accumulé suffisamment de points, vous pouvez débloquer un level. Et là, c'est un peu pareil. On a des levels à débloquer quand on aura suffisamment de fonds qui seront rentrés par les schémas antérieurs. Oui, effectivement, nos objectifs sont à terme de développer notre propre énergie renouvelable, tant qu'à faire. Et bien, on ne fera pas ça en France, parce que les conditions climatiques ne le permettent généralement pas. Mais oui, ça fait partie. Oui. Mmh. Tu le rachèteras beaucoup plus cher que si tu le consommes toi-même pour tes avis. En France. Oui, mais si tu vas en Allemagne, de toute façon, tu auras une grosse chute du prix dans la. Donc ça voudrait dire que tu seras obligé de passer sur un système de stockage type batterie Tesla pour le rendre de l'année. C'est pour ça déjà qu'on ne le fait pas tout de suite. Pour commencer, parce que tu as raison. Là-dessus, au niveau de nous, à ce niveau-là, on est, je dirais, à l'étape conceptuelle. Et on n'a pas fait encore l'étude de faisabilité que tu as fait de ton côté là-dessus. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, il y a une entreprise qui a fait faillite et ça m'a vraiment marqué parce que son idée était très bonne, elle était juste en avance sur son temps. Cette entreprise, dont je ne me souviens plus du tout le nom, hein, avait pour objectif de construire des supercalculateurs avec des ordinateurs, avec des processeurs de téléphone mobile. Vous dites, c'est un peu les deux extrêmes. En fait, c'est très intelligent parce que de plus en plus, les processeurs de demain, c'est des processeurs de mobile. L'informatique de demain, c'est de l'informatique mobile. Donc, tous les efforts d'optimisation de la performance par watt se font sur les ordinateurs de téléphone mobile, sur les processeurs de téléphone mobile. Et le top 500, c'est bien joli, mais ce qui est de plus en plus important maintenant dans les superordinateurs, c'est le Green 500, c'est-à-dire la performance par watt. Qu'est-ce qui m'a marqué? C'est que en fait, cette entreprise mettait ensemble deux concepts qui semblaient radicalement opposés. Les petites puissances des téléphones et la grande puissance des superordinateurs. Et arriver à trouver un lien entre les deux. Et c'est un peu la même idée que je vois, que nous voyons d'ailleurs sur le minage de Bitcoin qui demande beaucoup d'électricité et les énergies renouvelables qui ne produisent pas beaucoup d'électricité. Je vous invite à lire Jean-Marc Jancovici, vous saurez que ça ne produit pas beaucoup d'électricité d'ailleurs. Et pour le moment, c'est plus de l'intuition que de la faisabilité, je le dis. Nous avons l'intuition qu'il y a un gisement à exploiter à partir du moment où il est exploité correctement. Je dirais le problématique principal que je vois actuellement, de manière moins technique, c'est Proof of Work, Proof of Stake. Personnellement, c'est beaucoup plus simple avec du Proof of Stake de faire ça, mais le Proof of Stake pose tellement de problématiques de sécurité et de géopolitique derrière, puisque c'est ça, qu'il faudrait rester sur la Proof of Work. Et la Proof of Work, par définition, ça consomme beaucoup. Hein. Même si on va voir apparaître des algorithmes optimisés pour les mobiles, ça reste quelque chose de lourd là-dessus. Donc voilà, c'est les idées, c'est du brainstorming là-dessus. C'est pour plus tard, mais on y est pensé. Sur l'investissement. Donc le retour sur investissement, c'était comment du coup On vous verse des bitcoins. C'est ça que tu voulais savoir? Voilà, oui. Alors, on verse des bitcoins. Dans un premier temps, toujours pareil pour faire les choses. Dans un premier temps, on verse des bitcoins sur un wallet sur lequel on n'a pas accès à la clé privée, bien sûr. J'ai discuté avec Bitix un petit peu. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé le schéma qui était bon pour que nous, tranquille. Et à terme, parce que toujours, n'oublions pas que l'objet final, c'est la promotion auprès du grand public, à terme, carte de crédit. Ouais, carte de débit, exactement. Carte de débit. En gros, ça sera un peu comme les Mastercard entre guillemets prépayés que vous pouvez recharger. Oui, exactement. Derrière, il faut arriver à assumer le requirement de Mastercard qui est de, si je me souviens bien, de 1 milliseconde pour la transaction. Derrière, si c'est faisable, et des compagnies savent le faire, ça passe. Et là, c'est directement un big win parce que sans rien faire, vous avez accès à 3 milliards de personnes. C'est un partenariat avec Mastercard. Ils sont agnostiques à Mastercard. Du moment qu'il y a l'argent qui passe par chez eux, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Je vois qu'au niveau des questions, ça sèche un petit peu. Dites-moi, vous, dans l'Assemblée, qu'est-ce que vous attendiez en venant ici? Est-ce que vous attendiez une présentation d'une énième entreprise? Est-ce que vous attendiez une idée innovatrice? Est-ce que vous attendiez quelque chose de plus économique?
Dites-moi. Allez-y, monsieur. Des idées d'utilité de la blockchain, mais pas la blockchain de base, mais la blockchain conceptuelle. D'accord, c'est ça que vous attendiez. On va en faire un autre réseau pour faire du courrier recommandé, pour faire n'importe quoi. Vous avez entendu parler, j'imagine, de l'Internet des objets. Ça vous dit quelque chose? Voilà, un petit peu. Samsung et IBM, en juillet 2014, ont sorti un white paper qui s'appelle le projet Adept, qui, en utilisant entre autres Bitcoin, Ethereum, qui est une autre crypto, et TDH, je crois, de mémoire, souhaite justement créer un réseau qui s'imbrique dans la fameuse Smart Grid d'IBM, et j'imagine que Samsung a un projet similaire, où justement nous sommes dans un système où ce ne sont plus les gens qui communiquent entre eux, mais les objets qui communiquent entre eux, et qui doivent communiquer entre eux de manière finalement radicalement différente des êtres humains. Vous avez acheté aujourd'hui un téléphone iPhone. Bon, vous avez assez d'argent pour acheter un iPhone déjà. Et au bout de 4 ans, il est dépassé. Il marche très bien encore, mais il est dépassé et vous avez envie d'en changer. Voilà. Bon. Et de toute manière, Apple, c'est pas compliqué. Au bout de 6-7 ans, il n'y a plus de support. Là, actuellement, il y a une faille de sécurité qui s'appelait, je crois, Rootpipe, qui est sortie qui a été corrigée dans 10.3.3 ou 10.1.3, je ne me souviens plus. Elle ne sera pas corrigée sur les versions précédentes, y compris celles qui ont un an. C'est ballot. Bref, vous avez un support qui dépend du bon vouloir, qui tient 1 ou 2 ans. Maintenant, imaginez, vous avez une porte, et tout le monde ne peut pas rentrer dans la porte. Par exemple, c'est la chambre à coucher des parents. C'est une identification par fingerprint, empreinte digitale avec le serveur central derrière. Okay. Et cette porte, vous n'avez pas envie qu'elle dure 4 ans, vous avez peut-être envie qu'elle dure 10-20 ans, le temps de la maison. Vous connaissez beaucoup de technologies high-tech qui ont une durée de vie de 20 ans et qui ne soient pas des avions ou ce genre de vieux technologique. En fait, et ça, c'est pas moi qui dis, c'est Nick Szabo qui est un éminent cryptographe. La blockchain permet d'une part une augmentation drastique de la sécurité parce que déjà c'est décentralisé, même s'il y a toujours la question de est-ce que les mineurs continueront à jouer le jeu, c'est le point fondamental. Une durée de vie très très longue parce que justement il y a peu de frais maintenant, c'est intrinsèquement sécurisé, la cryptographie à clé publique, sauf ordinateur quantique bien sûr. Et en même temps, ça c'est au niveau de et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement peu efficace. C'est très peu efficace la blockchain. C'est un calcul de computation, c'est 10 000 fois moins performant que l'ordinateur classique. Donc non, vous ne jouerez pas à Quake avec la blockchain. Par contre, il y a des tas de trucs où vous n'avez pas besoin d'une telle rapidité à la nanoseconde et de ce sentiment de vitesse, et c'est généralement quand il y a des objets qui communiquent entre eux. Vous avez par exemple votre voiture qui communique avec le frigo parce qu'il n'y a plus rien dans la voiture, dans le frigo et qu'il faut aller faire les courses au supermarché. C'est pas grave s'il faut 10 minutes de confirmation derrière pour ça, là-dessus. Alors que pour l'interaction avec un humain en direct, le fameux Starbucks Challenge, c'est d'ailleurs ça la problématique, c'est que vous le voulez là tout de suite maintenant. Donc la blockchain a des utilités qui sont en tout début actuellement, on est vraiment au tout début. Le cycle du hype de Gartner met les crypto-monnaies dans la pente descendante, c'est-à-dire la pente de la déception, ce qui veut aussi dire qu'il y a la pente de la remontée qui va aboutir. Je vous recommande très fortement de surveiller le cycle du hype de Gartner en août 2015, quand ils le sortent, voir où c'est qu'ils ont mis les crypto-monnaies. Ça donnera une bonne idée des investissements effectués là-dessus. Donc voilà, les idées de... Nous, on a ces idées qui sont finalement assez initiales parce qu'il s'agit d'apporter un intérêt économique aux entreprises. Mais comme vous le dites très bien, il y a aussi les idées de business model à avoir derrière, là-dessus. Et ça pourrait être justement à l'occasion d'un futur meet-up de davantage centré sur, en France, ici, comment on peut se différencier des autres par des technologies blockchain, sur le courrier, sur la sécurisation des données, sur les actes notariés, car les actes notariés peuvent être totalement mis sur la blockchain, ça a déjà été fait, voilà, là-dessus. S'il y a quelqu'un qui voulait poser une question derrière? Oui, monsieur? Je dirais un écosystème mature. Un écosystème mature, c'est presque le cas maintenant, mais ce n'est pas encore le cas. Un écosystème mature, c'est l'écosystème dont déjà le discours
érodé pour présenter aux gens. C'est un écosystème qui se base sur des solutions déjà existantes et qui sont connues déjà. Par exemple, une carte bleue, c'est connu déjà. Toucher un objet, c'est connu déjà. Quelque chose qui nous revient très souvent, c'est oui, mais votre argent, c'est du vent, c'est rien, ça touche pas. Et c'est vrai, un bitcoin, c'est de l'électronique, c'est des électrons, qu'est-ce que vous voulez toucher? Alors que là, moi, ben ça se touche, quoi. Ça se touche. Mais alors, vos bitcoins, c'est... Voilà. Donc, il est important, c'est notamment le principe de la carte bleue, c'est que vous avez un objet que vous pouvez toucher. Ça, c'est quelque chose qui revient très, très souvent. On a tendance à croire que tout le monde pense comme nous, c'est naturel, on le fait tous. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de gens sur des années-lumière. Il m'est arrivé de passer des heures à expliquer même ce qu'était le Bitcoin. On était venu pour discuter optimisation des coûts sur le Bitcoin. Et en fait, on a dû expliquer Bitcoin, on a dû expliquer la décentralisation parce qu'on ne se rend pas compte à quel point beaucoup de choses sont pas prêtes. Donc, ce premier aspect de l'écosystème mature, c'est un discours qui soit mature et qui s'appuie justement sur les objets existants. Pour revenir plus concrètement sur vos points, il faut des processeurs de paiement qui fonctionnent. Il faut des technologies qui permettent de compenser la lenteur inhérente de la blockchain, car comme je vous l'ai dit, la blockchain c'est lent, ça sera toujours lent. Il faut savoir que, j'espère ne pas me tromper sur les durées, une transaction Visa c'est 3 jours, hein. C'est pas 5 secondes, c'est 3 jours. Mais tout le reste, c'est derrière, ça c'est un back-end. Voilà. Parce que vous avez des systèmes de réassurance, d'analyse statistique qui permettent de dire il y a de fortes chances que ça passe, c'est bon. Et puis au pire, ça passe pas. Une fois sur 100, ça passera pas, on paye pour celle-là et on est tranquille. Ce système commence à se mettre en place. C'est un peu raccourci. Il y a reconnaître. Voilà. Mais voilà. C'est un management du risque en fait. C'est quand même un management du risque. On se dit ça va planter une fois sur 10 000, bon, c'est pas grave. Au final, on aura tant gagné par le reste qu'on peut se permettre de. Ce point-là. Quoi là derrière oui, des packs tout prêts. Voilà, clairement, vous installez un WordPress, il y a un plugin Bitcoin, vous l'installez, c'est fait. Voilà. Il va vous demander 2-3 questions fiscales, rentrer ceci, rentrer cela. Est-ce que vous avez un logiciel de comptabilité qui est géré derrière? Il faut savoir que à peu près toutes les analyses de l'évolution des emplois qui vont disparaître, en tête de liste, on a le métier de comptable. Souvent on dit que le métier de comptable va beaucoup disparaître parce que ça va être fait par les ordinateurs. Vous êtes une PME, vous avez autre chose à faire, vous essayez de vous concentrer sur votre cœur de projet. Si vous avez une machine qui fait ça toute seule pour vous, ok, d'accord. Et ensuite, je dirais l'aspect... pas le cool factor, mais mon copain le fait. Les autres le font aussi, donc je le fais également. Et ça, par contre, c'est un peu la poule et l'œuf. Voilà, je pense que comme ça, c'est à peu près ce que j'ai vu là-dessus. Alors justement, ça, c'est un faux frein. C'est un faux frein parce qu'effectivement, quand on regarde le prix, c'est une volatilité impressionnante. Hein. À part les altcoins, je ne connais rien qui soit plus volatile que le Bitcoin. Mais, pour la petite histoire, Blackcoin en mars, j'étais, ça fait 100 000% en un mois. Blackcoin, c'était fort, hein, Quentin? C'est pas mal, ça. Shadowcash, ça fait combien? D'accord, bon. Petit. Ouais. Voilà, bref. Non, oui, la volatilité est un faux problème parce qu'effectivement, on le voit sur les graphiques, mais quand vous achetez un Bitcoin, il faut savoir que le prix est recalculé instantanément. Vous payez un Bitcoin et automatiquement, il est converti pour le client en euros. Donc, la vraie volatilité qu'il y a pour le client, c'est dans les 2 secondes entre le moment où il reçoit les Bitcoins et le moment où ils sont convertis en euros. Par contre, effectivement, tout ceci qui réduit à quasiment à néant la volatilité, au niveau du discours, comme je disais, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Tout ce qu'on voit au niveau du discours, c'est des courbes qui font du yo-yo là-dessus. Ah oui, c'est un point très très important. Et je vous remercie de l'avoir abordé. La blockchain est sécurisée. La question ne se pose pas. On connaît 2 cas de figure où c'est pas sécurisé, c'est les attaques 51% et les ordinateurs quantiques, mais la blockchain est sécurisée. Ce qui ne l'est pas, par contre, car vous le savez, la sécurité c'est une chaîne, c'est un ensemble de choses, ce qui n'est pas sécurisé, c'est le gugus qui est derrière. Le nombre de fois où on s'est fait avoir par un mail trompeur, qui cliquait sur le lien de la Société Générale, et en fait c'était pas la Société Générale, c'était autre chose, des arnaques. Il y a énormément d'arnaques. Un bitcoiner s'est amusé il n'y a pas longtemps à évaluer à combien de bitcoins étaient volés par semaine. 18 000. 18 000 bitcoins, donc ça fait dans les 360 000 euros, c'est ça, hein, voilà, par semaine. Et c'est pas la blockchain qui est dangereuse, c'est pas la blockchain, c'est la confiance des gens. Faut pas oublier, Bitcoin, ça vous permet d'être libre. Alors,
Dans le sens que vous n'avez pas besoin de dépendre d'une banque, vous n'avez pas besoin de dépendre de gens, ok. Mais la liberté, ça a un coût. La liberté, ça veut dire qu'on assume cette liberté. Ça veut dire qu'on prend ses précautions. Voilà. Beaucoup de gens, et ce n'est pas un reproche, ne sont pas prêts à ce niveau de liberté parce qu'ils ont peur de perdre le code. Et c'est tout à fait humain, et c'est tout à fait normal. Et donc, ils vont avoir besoin d'avoir quelqu'un qui peut les aider si jamais ils ont perdu leur code. Allô, j'ai perdu mon code de carte bleue, j'appelle la banque, elle me donne un nouveau code de carte bleue. Dans un système Bitcoin initial, pur, vous avez perdu, c'est votre faute. Et désolé, mais ce niveau de liberté n'est pas compatible avec une société entière. Vous pouvez avoir des groupes de personnes qui auront ça, mais pas une société entière. C'est pas possible. Donc, se mettre en place, pour ces raisons et pour d'autres, des intermédiaires de confiance. Enfin, des intermédiaires en tout cas. Voilà. Et ces intermédiaires, ben, justement, ils sont beaucoup moins sécurisés que la blockchain. C'est des êtres humains. Hein. C'est pas ce qu'on a fait de plus sécurisé en termes de technologie, l'être humain. Donc, il y a de l'incompétence, il y a de la malfaisance. Alors, il y a un mot qui existe en anglais, on s'appelle le rasoir de Hanlon. Vous connaissez tous le rasoir de Occam, qui dit qu'entre deux solutions, il faut choisir la plus simple. Le rasoir de Hanlon, n'attribue pas à la malfaisance ce qui peut s'expliquer par l'incompétence. La majorité des choses qui sont mal passées, c'est pas parce que la personne était méchante, c'est parce qu'elle était stupide. Et en sécurité informatique, vous en avez ça. Je ne crois pas qu'il y ait un seul exchange, place de marché, qui ne se soit pas fait pirater. Problématique de sécurité. Donc, ce qui est important, c'est que ce n'est pas la blockchain qui est pas sécurisée, c'est ce qu'il y a autour. Le résultat est le même. Le résultat est le même, c'est qu'au final, les bitcoins, c'est pas sûr. Donc, pour l'utilisateur final, la problématique sera la même. Et c'est là qu'il y a beaucoup à travailler. Il n'y a pas à se concentrer sur la sécurité de la blockchain, il y a à se concentrer sur la sécurité de l'implémentation de l'ensemble du secteur associé, y compris les wallets. Les wallets sont justement une grosse difficulté là-dessus. Le wallet lui-même n'est pas en danger. Par contre, quand il y a beaucoup de wallets sur le même endroit et que la personne va forcément attirer la convoitise, voilà. C'est pour ça que Paymium, par exemple, je ne veux pas faire de la pub pour Paymium, mais si j'apprécie beaucoup, oui, quand vous voulez sortir de l'argent de Paymium, c'est pas facile, il faut attendre. Oui, parce que derrière, c'est un humain qui, à la main, vérifie que... Alors, pour le sortir à la main, vous allez vous amuser, par contre. Parce qu'il faut arriver à le blouser par un SMS. Hein, voilà. Oui, alors oui, effectivement, c'est long. Oui, c'est long. Mais de toute façon, la sécurité, c'est toujours un équilibrage entre la convenience, comment on dit en français, la facilité et la sécurité. Voilà. Personnellement, Paymium, c'est derrière, c'est des humains aussi. Il peut y avoir aussi des soucis. Oui, tout à fait. J'ai plus confiance à mon Ledger Wallet que Paymium. Ah ben oui, tout à fait, parce que tu contrôles directement. Toi. Maintenant, dans une société où il y a beaucoup de gens, des dizaines de millions de personnes, ils ne vont pas, des dizaines de milliers ou de millions de personnes, le faire par eux-mêmes. Ce serait idéal. Ce serait idéal. Là où on peut réfléchir, c'est là un petit peu utile, c'est important, c'est au niveau de l'éducation. Personnellement, je considère qu'on devrait avoir des cours d'éducation financière à l'école. Voilà. Oui. On a oublié de l'eau, c'est trop bête. Je suis pas sauf. Oui. Il me semble que du coup, le bitcoin dans le wallet, c'est juste de l'information. Oui. Qu'est-ce qui empêche de faire les transactions de bitcoin de wallet à wallet sans passer par la blockchain en fait le bitcoin est une information de la blockchain. En fait, on parle de portefeuille bitcoin, mais en fait, ce n'est pas un portefeuille. Quand on imagine un portefeuille, on imagine finalement, il y a mon portefeuille avec de l'argent, toi, tu as ton portefeuille avec de l'argent, et entre les deux, on a un médium qui est l'air. Et je peux finalement te le passer comme ça. C'est pas ça en fait. Les bitcoins, ils sont pas dans ton portefeuille. En fait, le terme de portefeuille n'est pas bon du tout. On devrait dire porte-clés. Parce que tous les bitcoins sont dans la blockchain. Ils peuvent pas être en dehors, ils sont dedans. Et tout ce que tu as, ton portefeuille, c'est juste un accès à un certain nombre de bitcoins. Ils sont jamais en dehors en fait. Voilà, dessus. Donc ça c'est pour répondre en dehors de la blockchain. En revanche, ce qui est possible et qui a déjà été fait, qui en fait arrive tout le temps, mais alors 3 fois par minute peut-être, je crois, c'est que tu as des forks. C'est-à-dire que la blockchain, elle va diverger, le consensus diverge constamment, et là, sans rentrer dans les détails, il y a la règle du plus long qui fait qu'on va choisir celui-ci, celui-là. Et comme on est au moins 51% à être d'accord que c'est celle-là la bonne, il n'y a pas de disparition de Bitcoin. Cependant, s'il devait y avoir une disparition de Bitcoin, il y aurait un fork, les Bitcoins qui seraient chez toi, et que si tu étais sur la mauvaise chaîne, tu ne pourrais pas les échanger ailleurs. Je n'ai peut-être pas tout à fait répondu à ce que tu me demandais. Si
Voilà. Donc, oui. Voilà. Voilà. Mais c'est possible, effectivement, c'est ce qu'on appelle tu as les attaques 51% qui permettent effectivement de faire ce qu'on veut avec les bitcoins. En gros, on pourrait stocker 51% de puissance de calcul et pour pouvoir accélérer soi-même ses propres transactions. Oui, mais dans ce cas-là, carrément, ça ne mettrait pas, on crée de la monnaie, tout simplement. On crée de la monnaie. Ça coûte, ouais, voilà, voilà. Ça, en fait, ça coûte trop cher pour une personne toute seule, n'empêche que GH, ils l'ont très bien fait l'année dernière. Quand même. Mais oui, effectivement, je pense que justement, je considère qu'un système, un système antifragile, est un système qui se renforce par ce qu'on lui met dans le lard. Et l'attaque 51% qui est eu l'année dernière a justement contribué à mon sens à renforcer le réseau Bitcoin parce que on dit ça peut faire mal, on va faire quelque chose pour ça là-dessus. Quelqu'un voulait parler, je crois. Oui. Justement, vous n'avez pas peur que, par exemple, le gouvernement chinois, le volcano du Grand Ferro, puisse contrôler 51% des entreprises de minage en Chine, puisse réaliser ce genre d'attaque? Alors, d'abord, je pense que la Chine, elle a de beaucoup plus gros problèmes que ça. Elle a des problèmes, elle est en train de dépasser le point de Lewis, qui fait que plus de la moitié de la population paysanne est dans l'industrie, ce qui veut dire que maintenant, ces salauds, ils veulent des bons salaires, ils veulent des revendications sociales, c'est scandaleux. C'est partout pareil. Hein. Vous regardez le point de Lewis, c'est comme le pic de l'huile, le pic du pétrole, c'est des trucs, ça marche toujours. Donc voilà, ils ont ça, ils ont les problématiques environnementales, ils ont des villes entières où il n'y a personne à l'intérieur. Ils ont construit, mais la croissance, elle n'est que de 7% maintenant. Ce n'est pas suffisant par rapport à leur calcul. Donc, ils ont d'autres chats à fouetter. Pardon ? Le grand ? Non, j'ai juste pas entendu le grand. Ah, d'accord, oui. D'accord, oui. Qu'est-ce que le Grand Canyon fait là-dedans? Oui. Non, évidemment. Et en même temps qu'on a d'autres chats à fouetter, si on peut trouver des moyens on est quelque part désespéré, on peut être amené justement à profiter des avantages que l'on avait par le passé. Oui. La Chine est un pays très centralisé finalement, où quand une entreprise importante fait quelque chose, l'État est au courant, voire l'État autorise. Elle pourrait effectivement en tirer parti. Il faut savoir que la majorité de la puissance, une grande partie de la puissance de calcul se trouve en Chine. Par contre, il y a très peu de nœuds. Je sais pas, il y a pas beaucoup de nœuds. Les nœuds, c'est les machines où il y a une blockchain dedans, où ils calculent vraiment. Il y a peu de nœuds, il y a beaucoup de puissance de calcul parce que c'est très concentré. Ce qui veut dire que justement, c'est beaucoup plus facile à influencer. Je me dis que les grands États le savent. Ils savent très bien qu'elles pourraient en profiter. Donc derrière, il doit y avoir des mineurs de côté qui sont prêts à soit à riposter, soit tout simplement à avoir une variante de Stuxnet qui pourrait, comme par hasard, faire sauter le réseau électrique. Il faut se leurrer, hein, c'est ça. Il y a de la puissance. À mon sens, Bitcoin va devenir une arme géopolitique. Et là-dessus, même ce niveau géopolitique, nous, chez DBT Consulting, nous réfléchissons dessus. Nous avons des contacts là-dessus à ce niveau-là. Encore une fois, pour plus tard, hein, bien sûr. Voilà, parce qu'on voit qu'il est derrière. Quelqu'un peut vous donner le micro? C'est plus simple. Merci. Je disais, c'est un petit peu plus des perspectives futures, ce qu'on discute. Donc, je me demandais, est-ce que si l'ordinateur quantique sort, le système Bitcoin est mort, ou le système cryptographique peut s'adapter à une ère de l'informatique quantique? Alors, on a déjà les algos post-quantiques. On les a déjà. Et je connais même un Français qui travaille sur des algos post-quantiques. Maintenant, la question, encore une fois, ne sera pas technologique. On pourrait très simplement changer l'algo de minage de SHA-256 vers un post-quantique, je ne sais pas, c'est pas NUST, je ne sais plus. Bref, on a. Techniquement, c'est pas compliqué. Fork de Bitcoin sur GitHub et basta, c'est fait. La problématique, c'est humain. La problématique, c'est humaine et c'est l'écosystème. Quand vous avez des dizaines de milliers d'entreprises qui ne prennent rien au Bitcoin, il y a juste une fois quelqu'un qui leur a proposé de mettre Bitcoin accepted hier,
pouvez pas faire changer comme ça. Surtout que vous pouvez changer l'algo. Par contre, ce sera ce qu'on appelle un hard fork. C'est-à-dire qu'il faudra que tous les clients changent, sinon ils seront sur la mauvaise chaîne et ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un, désolé, mais à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, vous allez faire 0 € de chiffre d'affaires. C'est un petit détail technique, hein. Ça va être un peu difficile. Donc ça va amener une crise de confiance. Il y a eu 2 crises de confiance dans l'histoire de Bitcoin, en 2011 je crois, et l'autre je ne sais plus quand trop, qui ont failli tuer Bitcoin à chaque fois. Là encore, la solution est surtout humaine. Je vais vous prendre un exemple. J'aime bien prendre des exemples qui ont l'air d'avoir rien à voir. L'exemple de IPv6. Est-ce que ça vous parle IPv6, IPv4? Ça vous dit quelque chose? Bon, IPv4, IPv6, c'était pas fait pour se marier. Il a fallu pas mal se marcher sur la tête pour arriver à les marier avec des solutions, des solutions intermédiaires comme Teredo par exemple. Et pourtant, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé parce que derrière le secret, ça a été la préparation. C'était la préparation. Donc, et qui n'est pas une question tant technique, c'est une question humaine. Comme on sait que Bitcoin est vulnérable à la crypto quantique, on peut préparer en conséquence. Et là, il y aura du blé à se faire avec les entreprises de consulting qui sauront accompagner les personnes. Non, mais on est sur Bitcoin Business, hein, qui sauront accompagner les PME sur une solution simple pour s'y mettre. En espérant que ce ne sera pas une redite du fameux bug de l'an 2000 qui a fait beaucoup d'argent chez les vendeurs de peur. Et c'est à peu près tout. Voilà. Est-ce qu'on sait si le RIP-MD il est robuste, il résiste au quantique ou pas? Je ne peux pas te répondre, je ne connais pas assez le RIP-MD. Je ne peux pas te répondre. On a vu en fait la semaine dernière qu'il y avait les 2 algos en fait. 3 au total, effectivement, là-dessus. Ouais. Si on signe aucun message avec, c'est-à-dire si on fait une transaction sur de tous nos bitcoins d'un wallet vers une adresse qui n'a jamais été utilisée, on a en fait une triple sécurité au niveau de. Et que pour. Donc, voilà. Du coup, ça laisse le temps justement de trouver en fait. Oui. Effectivement, non, tout à fait. Alors, d'ailleurs, ce qui veut dire d'ailleurs que ce serait bien d'avoir des adresses furtives pour que justement on puisse plus longtemps utiliser la triple sécurité et avoir justement cette marge de manœuvre. Donc, comme la majorité déjà utilise toujours la même adresse, tu as déjà plus qu'une seule sécurité et tu n'as pas de manœuvre le jour où le RIP-MD tombe. Comme je te dis, je ne veux pas savoir si RIP-MD va rester au quantique là-dessus. À mon sens, de toute manière, ça demande une vraie démarche d'analyse des risques et pas une petite entreprise. Il y a l'entreprise entière qui peut avoir comme business model l'analyse des risques d'un système monétaire mondial, parce que c'est quand même ça dont on parle, pour développer peut-être même des extensions. Je prends un exemple tout bête. Fedora. Fedora, c'est l'ancienne Red Hat, c'est open source. Quand vous êtes une entreprise, vous n'utilisez pas Fedora, vous utilisez Red Hat Entreprise. C'est l'open source avec des trucs en plus qui facilitent votre manière de fonctionner à vous. Parce que quand vous êtes une entreprise, vous ne faites pas mise à jour automatique. Vous avez tout un processus pour vos mises à jour. Vous les faites en fonction de ceci, cela. De la même manière. Si vous voulez, par exemple, obtenir une certification Linux Harden, Bitcoin Harden, par exemple, je viens d'inventer le terme, hein, voilà, qui dit non mais nos bitcoins à nous, ils lavent plus blanc que les autres. Eh bien, vous mettrez en place des processus qui auront été proposés par les entreprises qui, justement, vous garantiront contre ce risque d'une faille sur le RIP-MD, par exemple, si c'est le cas. Et donc, vous aurez un petit logo qui dira si vous achetez chez nous, vous avez plus de confiance que si vous achetez chez le voisin. Et alors même que le réseau Bitcoin ne nécessite pas, techniquement, cette procédure-là, parce que les gens auront appris à ne pas faire confiance à du Bitcoin non certifié, par exemple, on se retrouvera avec une majorité de Bitcoin avec cette couche supplémentaire qui pourtant ne fait pas partie du Bitcoin, mais qui de facto sera là partout. Et donc, pour conclure, même si nous avions une procédure interne comme le RIP-MD qui serait vulnérable au quantique, on aurait inventé après d'autres patchs supplémentaires pour pouvoir temporiser. Tout comme on a fait avec le bug de l'an 2000. Hein. Le bug de l'an 2000, on a fait un fenêtrage. Toutes les années avant 2020, c'est comme c'était avant 2000. Il y a peu de problème. On a reporté les 20 ans le problème. Ça marche. Techniquement, c'est moche, mais ça marche. Et c'est qu'on demande aux gens. Les gens, ils ne veulent pas que ce soit propre, ils veulent que ça marche. Vous ne voulez pas qu'au Bitcoin soit parfait, vous voulez qu'il y ait de l'argent à la fin du mois. Ça. Nous, c'est ce qu'on propose. L'argent, vous l'avez à la fin du mois, c'est même garanti. Alors, voilà. Voilà. Oui. Pour le sécuriser encore mieux, il faudrait le recréer.
Je vais essayer de ne pas faire des remarques sur mon héros. Oui. C'est une invention permanente. Il y a des tas de choses on a réinventé la charrue, ça s'appelle le carrosse, on l'a réinventé, ça s'appelait la voiture. On a toujours fait ça de manière temporaire, progressive. Donc oui. Je suis certain que Bitcoin ou même Monero, dans quelques dizaines d'années, n'existera plus. À mon sens, on n'arrivera jamais, par exemple, au moment où il n'y aura plus de Bitcoin. Pourquoi ? Parce que quand est-ce qu'il n'y aura plus de Bitcoin à miner ? En 2140. Excusez-moi, si en 2140 on n'a pas trouvé mieux que Bitcoin, il y a des questions à se poser quand même. Voilà. Je ne comprends pas votre question. Uniquement Bitcoin. En fait, chaque monnaie a une courbe d'émission qui a été décidée avec les pieds ou selon une raison X ou Y. Dans le cas de Bitcoin, ce n'est pas avec les pieds, c'était basé, alors je n'ai pas exactement la tête, c'était conçu pour simuler la vitesse d'extraction de l'or sur Terre. Donc c'est pour ça qu'il est tombé sur 2140. Je ne sais pas exactement les détails, je les connais sûrement beaucoup mieux que moi. Mais voilà, donc ça a été décidé 2140. Litecoin, je ne sais pas combien c'est. Monero, c'est 8 ans. Il y en a qui ont des émissions infinies, par exemple. Dogecoin, par exemple, est passé en émission infinie en début 2014, je crois. Voilà, bon, c'est des choix qui ont des conséquences économiques. Une des problématiques étant que sur une monnaie qui n'est plus minée, parce qu'il y a tout a été miné, la seule manière de faire de l'argent pour sécuriser le réseau, car n'oublions pas, et ça c'est très important et très peu de gens le savent, on ne mine pas du Bitcoin. On sécurise un réseau et pour être récompensé d'avoir été un bon élève, d'avoir sécurisé le réseau nous donne du Bitcoin. C'est le contraire. D'accord ? C'est très important. Ça veut dire quoi ? Que si un jour vous n'avez plus de pompons pour miner le réseau, pour sécuriser le réseau, vous ne sécurisez plus. Un acteur rationnel qui est là pour l'argent, et Bitcoin est basé sur ce principe de l'avidité, faut le savoir. Un acteur rationnel qui n'a plus de raison financière de le faire, il arrête. Il va faire autre chose que dépasser l'électricité en pure perte. Voilà. Donc, question, comment on fait pour sécuriser un réseau où il n'y a plus de pompons ? L'idée, c'est, oui, mais les frais de transaction permettront de. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez un mineur, ça fait partie également de ce que vous avez deux sources de revenus. D'une part, l'extraction de Bitcoin, où là, c'est la course au plus gros, et la validation de transaction. Vous récupérez des pouillèmes sur la validation de transaction. Pour le moment, ce n'est pas rentable par rapport au coût de l'électricité et au coût des mineurs. On peut imaginer que plus tard, on fera grossir les frais de transaction, soit en pourcentage, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à 0,001, je crois, on les fasse à 0,1, voire à 0,1, je ne sais pas. Autre possibilité, le Bitcoin vaut 10 000 $, et tout d'un coup, votre pouillème, ça fait un gros pouillème. Et là, c'est intéressant. C'est des réflexions qui sont liées à comment on fait quand il n'y a plus de rien à miner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on accepte 0 de frais ? Alors, je ne l'ai jamais fait personnellement, parce que ça me paraissait pas la bonne manière de faire, pour des raisons humaines, mais elle passera plus lentement. Elle passera plus lentement parce que la majorité des gens ne voudront pas la travailler pour rien. Quelques-uns le feront, donc ça finira par passer. Et vous pouvez, inversement, payer davantage. Par exemple, si vous utilisez Electrum, vous avez, je crois, une transaction par défaut qui est à 0,002, ce qui est beaucoup. Vous pouvez la mettre à moins, soit plus, pour avoir une plus haute priorité. Finalement, c'est vous qui dites à quel point c'est prioritaire. Edwige, tout à l'heure, je te voyais annoncer sur ce que je disais. Quand tu dis si ça passait à 10 000, du coup, la rentabilité va chuter au bout d'un moment. Donc... Alors, juste, de la même manière que ça s'équivaudrait comme ça, si au bout d'un moment, il devient inintéressant de miner, les mineurs arrêtent de miner, ils passent à autre chose. Donc ceux qui restent, ils ont davantage de miner. C'est un système d'équilibrage qui est une bonne partie, qui repose quand même une bonne partie sur la foi entre l'offre et la demande, parce que c'est ça finalement, qui pour le moment ne marche pas trop mal. Je pense de toute façon que ce sont les principaux facteurs de succès seront des facteurs exogènes. C'est pour faire simple, il y en a marre des banques. C'est une idée. Il y en a marre, les fameux il y en a marre des banques, il y en a marre de la création monétaire, il y en a marre d'avoir l'impression que des gens peuvent se créer 5 000 milliards de dollars comme ça du système d'écriture comptable alors qu'il n'y a rien derrière. Le sentiment d'injustice qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec l'économie, mais plus avec la psychologie et la sociologie, même si l'économie et la psychologie finalement c'est assez lié.
je ne sais plus. Robert Atkinson, lettré, je ne sais plus sa spécialité, je crois qu'il est économiste, avait montré sur TED, vous le verrez sur TED, la corrélation fortement positive entre l'égalité des revenus et le niveau de vie, le niveau de vie de l'IDH. Que en fait, quand il y a des sociétés où il y a trop de disparités économiques, c'est aussi les sociétés où on voit le plus de criminalité et le plus de difficultés sociales. On peut gloser beaucoup, et puis on est loin du Bitcoin quelque part là-dessus, mais je pense que ce sont des facteurs humains qui seront décisifs pour le succès ou l'échec du Bitcoin, là-dessus. Qui pourraient même ne pas avoir grand-chose avec l'économie. Si un jour tout le monde en a marre d'eux, il va voir ailleurs, alors même que ce n'était pas forcément pertinent rationnellement, parce que nous n'oublions pas que les êtres humains ne sont pas des êtres si rationnels que ça marchera pour ça. D'où l'importance du discours, et le discours, c'est ici aussi dans ces meet-ups qu'on a fait là-dessus. Voilà. Alors, si vous voulez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut déjà continuer dehors. Alors, on nous avait dit qu'en fait, on ne pouvait pas amener de boissons. On avait mal compris. En fait, du coup, on n'a pas d'after à vous proposer avec du coca, avec des chips ou avec quoi que ce soit. Mais on peut de toute façon continuer à discuter dehors ou même dans la rue ou à un restaurant derrière, là-dessus. Voilà. Et bien sûr, si vous êtes intéressé quand même par notre schéma financier, surtout si vous êtes une entreprise, nous sommes à votre disposition. Nous pouvons garder vos adresses email, vous recontacter derrière. Voilà. Merci.